Alors bonjour à toutes et tous, bonjour Alain. Bonjour. Mmh. Alors, je vais, commencer cet épisode, un peu spécial avec Alain Cardon là dans quelques secondes. Mais avant ça, j'ai envie de toutes et tous vous remercier. Vous êtes, de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le podcast, Dialogue Humain, à partager, sur les réseaux, à m'envoyer des messages, pour me proposer en tout cas des invitations, à réagir. Donc voilà, merci beaucoup, en tout cas ça aide à faire connaître, ce podcast, et donc voilà, merci d'être fidèle en tout cas au rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial. J'ai le plaisir en tout cas de recevoir Alain Cardon, qui est maître coach certifié, MCC par l'International Coach Fédération depuis, heu, très longtemps et qui a justement un niveau atteint par une minorité de coachs dans le monde, ce niveau MCC. On va parler aussi de l'exigence du métier et donc il accompagne des dirigeants, des équipes et des organisations, depuis, voilà, plusieurs, décennies avec une pratique internationale qui l'a amené à intervenir un petit peu partout dans le monde. On va aussi en parler. Je vais pas trop, dévoiler, encore, le sujet de notre échange. Mais donc il est fondateur aussi de Metasystem Coaching et donc il forme et supervise depuis plus de 20 ans des coachs, en France et à l'international et contribue aussi activement à structurer, à crédibiliser, le métier, voilà dans ses lettres de noblesse et aussi, dans l'éthique, qui est attendue du métier et donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va explorer avec Alain, voilà, sa lecture des organisations, voilà, à travers, en tout cas aussi tous les ouvrages qu'il a pu publier, plus de 25 ouvrages, sur cette profession. On va explorer sa lecture des organisations comme système vivant, des dynamiques aussi invisibles qui les traversent et puis les enjeux du coaching d'aujourd'hui, notamment, à l'ère de l'automatisation, de l'IA et donc voilà, maintenant c'est assez de présentation et je vais poursuivre avec toi Alain. Ça va, t'es bien installé, t'as tout ce qu'il te faut? Oui, 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 je suis bien, ça va, j'ai mon café, j'ai mon eau, OK, nickel. La première question que je pose en général à mes invités, Alain, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Comment tu pourrais te présenter? ouh là, bon, j'ai pas dire, j'ai 76 ans déjà ou 77, enfin, je sais plus, 77. Donc c'est plusieurs vies, j'ai l'impression d'être passé par plusieurs vies et quand on me demande de me présenter, bon, il y a des tas de trucs, que je peux raconter, et c'est le problème, c'est des choix. Alors bon, j'ai international, né en Algérie, élevé en Égypte et ça, c'est proche de moi ces temps-ci. C'est comme si, en ce moment, je fais un retour à arrière sur, mes origines lointaines et il y a des choses qui remontent, des souvenirs et cetera. Donc j'ai vécu en Égypte 16 ans, je parle égyptien, l'arabe égyptien. J'ai appris à lire et écrire l'arabe, formel, mais comme je m'en sers pas, l'arabe littéraire, bah, c'est passé assez loin. Enfin, je peux déchiffrer des choses, et puis ensuite études aux États-Unis, donc un côté Mid-Atlantique et un côté, Mid-Méditerranée. Mon épouse est roumaine, qui est un pays, aussi marqué par l'Empire ottoman. C'est un pays que beaucoup de Français veulent voir comme latin, mais il est aussi très levantin. Les scènes, du Caire, du patient anglais étaient filmées à Bucarest, en fait, donc il y a des tas de liens comme ça, enfin, c'est là-dedans que je vis aujourd'hui. Je vais pas raconter ma vie, mais il y a ce côté international que j'apporte dans le coaching, que j'apporte dans le coaching, formation et ethnologue aussi, anthropologue, ethnologue, qui pour moi est très proche du coaching. C'est-à-dire que quand on regarde une culture, il s'agit pas de la changer, mais de la respecter, de l'accompagner, d'essayer de la comprendre, dans sa cohérence à elle. C'est un peu ce qu'on fait en coaching aussi avec des entreprises, hem bon, donc voilà, on je peux raconter des tas de choses. C'est intéressant,
voilà, je commence déjà moi aussi à apprendre des choses, à comprendre des choses sur toi, Alain. Et tu parlais de comprendre justement les entreprises. Avant de parler des entreprises, des organisations que tu accompagnes aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi pour comprendre l'homme que j'ai en face de moi? Ouais, ça c'est difficile, je sais pas ce que l'autre a besoin de comprendre. Moi, je vois ça de l'intérieur donc mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, j'aborde les cultures, organisationnelles comme si c'était des cultures exotiques. Elles ont leur cohérence. Il y a pas à les changer, il y a à trouver comment les accompagner dans leur cohérence, Mmh. dans leurs ambitions. C'est pas comme un consultant qui viendrait avec un modèle d'une entreprise qui marche bien, des solutions, en disant: «Bon, il faut une meilleure comptabilité, il faut une meilleure, structure, officielle, une meilleure, un meilleur organigramme, une» tout ça, c'est vrai, c'est bon, on peut avoir besoin d'une approche, je veux dire formelle, formative, formatante de consultant, avec des modèles, qui tous marchent plus ou moins bien. Mais l'approche d'un coach, c'est pas de venir avec un modèle, c'est de venir essayer de comprendre de l'intérieur ce qui fait que cette entité marche comme un individu, de respecter l'individu, la singularité du système et puis de voir comment, accompagner son développement et supposer qu'elle veuille se développer. Donc on n'a pas à avoir d'ambition sur des systèmes, là, j'ai un client avec lequel je démarre, en Roumanie qui est, dans les fins fonds de la Roumanie, à Baiama, une petite ville, c'est une entreprise extraordinaire qui fait heu, des produits, hi-fi, vraiment très avancés. Ils exportent dans le monde entier, ils se fournissent en Chine, donc pour les pièces et tout, c'est comme une entreprise, à la limite, européenne et il y a une énorme valeur ajoutée, mais ils sont tout à fait singuliers dans leur façon de faire et il y a pas une organisation. Ils sont une soixantaine là dans ce site. Mmh. C'est un peu n'importe quoi. C'est très créatif, alors on pourrait venir en tant que consultant et dire: «Il faut organiser ça», mais en même temps, il y a quelque chose d'organique qui se passe, heu, qu'il est nécessaire de respecter, d'accompagner. Alors j'aime beaucoup justement ce que tu apportes là, ce côté organique, Mmh. qui est compatible avec le côté systémique et on va voir dans quelle mesure les 2 se conjuguent ensemble en parlant des organisations aussi, vivantes et des systèmes vivants. Ouais, le mot organisation veut dire organique, hein, c'est pas une mécanisation. Donc Oui. le regard d'ingénieur comme si c'était une machine, c'est un peu pauvre par rapport à la dimension, génétique, on pourrait dire, d'une organisation, comme un organisme. Donc c'est vraiment un regard différent, là, je suis on est d'accord là-dessus. Oui, et je sais à quel point aussi tu es attaché à la linguistique. On va en parler un petit peu aussi, à l'étymologie, peut-être même à la prosodie, à la musicalité de la voix dans l'accompagnement, aller jusqu'à cette granularité-là. On va sûrement y venir en milieu d'entretien. Et avant ça, j'aimerais te demander, c'est quoi les systèmes qui ont façonné Alain Cardon? Quels systèmes t'ont façonné? Alors moi, une première expérience que j'ai eue il y a très, très longtemps, je crois que c'était en fin des années 70, où j'intervenais dans une équipe de formateurs. Parce qu'il m'avait appelé en formation de formateur. J'avais des compétences de pédagogie que j'ai toujours. J'adore réfléchir à des architectures pédagogiques, des systèmes pédagogiques et il voulait une formation de formateur pour que je les forme et en fait, j'ai formé cette équipe pendant des années, et ça, c'était une première intervention, mais il y avait que des formateurs et il y avait, la structure de l'équipe. Il y avait le patron, il y avait l'assistant donc c'était une des premières expériences où en fait je travaillais en système réel, Mmh.
heu, mais avec une excuse de formation de formateur, de contenu. Mais je me suis rendu compte que le système réel, c'était pas du tout comme si, j'avais des formateurs qui venaient d'un paquet d'entreprises différentes. Mmh. Ils avaient une identité, alors très particulière. C'est-à-dire que comme ils étaient formateurs, ils voyageaient dans le monde entier, c'était une entreprise internationale. Le patron lui-même était super formateur et très reconnu et voyageait tout le temps. Donc il était absent tout le temps. Tout le monde râlait sur son absence parce que quand il revenait, il prenait des décisions sans comprendre et repartait sans voir l'effet de ses décisions et cetera et cetera. Bon, il avait un adjoint qui était plus sédentaire, plus dans la conception. Alors tout ça, c'est des mots parce que conception en italien, c'est la femme. Lui, c'est l'homme gagne-pain qui voyage, qui part et qui revient. Donc la métaphore familiale, c'est une structure de père absent. Mmh. Et c'est intéressant parce que lui-même venait d'une famille de pères absents. Tous les formateurs qui voyagent partout étaient des pères absents, qui étaient issus de familles de pères absents. Et il m'appelait, moi, je suis issu de pères absents. J'avais une entreprise, j'étais toujours absent parce que je voyageais tout le temps. Mais les résonances de ce thème de père absent étaient partout et ça m'a frappé comme je veux dire une bombe au milieu du visage en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce hasard qui fait que» ils se sont attirés comme ça et tout et là, ça m'a lancé, vraiment sur enfin, c'est une des expériences qui m'ont lancé sur, bon, il faut travailler dans des systèmes sinon, si on se centre sur apporter des outils de formation, la pédagogie, machin, on ne touche pas à ce qu'il y a de sous-jacent qui est quand même, énorme. Mmh. Alors un consultant pour aller là-dessus, ça c'est un cas d'école, dirait: «Bah, il faut faire en sorte que le patron soit présent» et cetera. Alors c'est arrivé parce qu'il a suivi sa route, il a été promu, et il a été remplacé par une femme très présente. Mmh. Bah, ce qui s'est passé, c'est que la moitié des formateurs n'ont plus trouvé leur compte, ils ont démissionné, la culture du système a changé, ils ont perdu énormément de potentiel qu'ils avaient, qui était très bon. Ils en ont développé un autre, mais ça a été une énorme transition avec des perditions, changements profonds, avec simplement, bon, une mutation de patron, est-ce que c'était prévu? Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que c'était voulu? C'est pas dit. Or, bon, des formateurs, qui doivent voyager dans le monde entier, qui sont issus de familles de pères absents, bah, c'est pas des gens dépendants. Ils savent très bien se débrouiller tout seuls, ils ont une structure d'autonomie et cetera. C'est un potentiel énorme, c'est pas un problème. Mmh. Donc comment, utiliser le potentiel de ce pattern Mmh. de système, tout en faisant attention aux bugs, parce qu'il y a des bugs dans tous les systèmes et qu'ils soient conscients que finalement, ils sont tous issus de la même famille quelque part, Ouais. une famille d'esprit, qu'ils se ressemblent, donc il y a eu tout un travail d'accompagnement là, où finalement je les ai accompagnés pendant des années dans leur développement mais c'était un travail sur moi, puisque je travaillais sur ma propre dynamique de père absent. Mmh, bien sûr. Ouais, Hem, c'est formidable effectivement ce que tu apportes là et donc au-delà des patterns et je vous invite toutes et tous à aller consulter aussi la page YouTube, de Alain pour retrouver effectivement notamment, ses vidéos en français et en anglais sur les patterns systémiques et effectivement, c'est intéressant de voir à quel point il peut y avoir des reflets, des résonances, à certains endroits et notamment avec le cercle familial et comment les membres autour de la table le dimanche, lors du gigot dominical peuvent se refléter, lors de la réunion du lundi matin, quoi. alors D'accord. ça, c'est très important, c'est le regard métaphorique. Mmh. Alors et les métaphores de système, bon, c'est des cellules familiales, c'est des cellules biologiques, c'est tout ce qui est, dans la biologie, dans les structures, on peut se dire, bon, en organisation, comment avoir un regard métaphorique pour avancer? Mmh. Et si on regarde ce regard métaphorique et qu'on l'applique à l'organisation comme un organisme vivant, Alain, qu'est-ce qui fait qu'une organisation est réellement vivante, de ton point de vue? Ah, c'est je veux dire, c'est presque, ça grandit comme,
comme un corps vivant. C'est-à-dire au début, il y a un fondateur et puis 2, c'est comme des cellules qui se multiplient, Mmh. et petit à petit ça s'organise, un système hiérarchique, par exemple, c'est la même chose qu'un organigramme, ou comment on appelle ça? Généalogique. C'est-à-dire qu'il y a les grands-grands-grands-parents, puis ils ont, des enfants qui font finalement comme des divisions, puis ça et après il y a les départements, puis après c'est la même, structure hiérarchique si on regarde les familles traditionnelles et puis, il y a les mêmes enjeux. Les familles traditionnelles, les entreprises traditionnelles, bon, il y a des jobs réservés aux femmes, hein, c'est RH, relations publiques et tout. C'est la femme qui s'occupe de ça à la maison et qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de recevoir et cetera. Mais l'homme, c'est le gagne-pain, c'est les opérationnels. Donc on va voir dans les entreprises qu'il y a vraiment cette division, et que il y a des tas de jeux là-dedans. C'est-à-dire que le job, finalement de la femme, c'est surtout de protéger son mari. S'il est abusif ou je sais pas quoi, elle va plutôt cacher ce qui se passe parce que le public doit pas savoir. Donc la fonction des RH, c'est finalement de protéger, et de cacher, ce qui se passe, éventuellement de dysfonctionnel ou de toxique. C'est pas de s'occuper des enfants. Heu, alors oui, c'est de les panser. S'ils sont battus et cetera, il faut leur mettre des pansements, mais il faut pas que ça se sache à l'école. Il faut pas que ça sorte. Bon, donc on va appeler des coachs pour, s'occuper des victimes, mais on va jamais confronter, les harceleurs. Et dans des organisations qui vont dans ces dimensions dysfonctionnelles ou toxiques, et il y en a un paquet, comme les familles, beaucoup plus qu'on ne veut le dire. Bah, c'est les mêmes jeux, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes et ça vient de notre passé, de notre culture, de la culture occidentale. On n'a pas une culture matriarcale, on a une culture patriarcale. C'est le patriarcat, dans dans tout le modèle organisation. Mmh. L'Occident a décimé tous les matriarcats, on ne veut pas en entendre parler. On pourrait se poser la question de si, la culture occidentale était basée sur des matriarcats. Comment seraient nos organisations aujourd'hui? Mais on prend ça comme normal. Il y a des théories, qui disent, voilà, c'est normal, on se structure comme ça, nin Bon, culturellement, interculturellement ou métaculturellement, ce n'est qu'une culture. Il y a des tas d'autres options qu'on n'envisage plus parce qu'on considère qu'elle est normale. Mmh. C'est C'est super intéressant, ça fait j'aime bien cette métaphore effectivement et effectivement je te sais en tout cas aussi très affûté sur cet art de la métaphore, notamment dans les accompagnements et aussi sur un autre aspect qui est, moi je me suis toujours dit, là je fais une première digression, je me suis toujours dit: «Alain Cardon, quand je le regarde, il met quand même les pieds dans le plat». À chaque fois que je le vois, Alain Cardon, il met les pieds dans le plat. ouais. Alors, on va parler du cousin de l'artichaut peut-être, hein, du Cardon, et de sa rugosité et de sa tendresse en même temps, mais tu mets les pieds dans le plat et dès que tu es confrontant et en quoi c'est important justement de mettre les pieds dans le plat quand on est accompagnateur? Moi, je me vois pas comme tellement confrontant. J'ai un regard interculturel et la rencontre entre 2 cultures est confrontante. La rencontre entre plusieurs cultures est confrontante. Je veux dire, on ne comprend pas l'autre. Mmh. Moi, je veux dire, en Égypte, je sais pas si une femme se trouve seule dans une salle avec un homme, culturellement, ça veut dire qu'elle est prête à avoir une relation intime. Ça veut dire ça. Et si l'homme, dans cette situation, ne fait pas des avances, ça veut dire qu'il n'est pas un homme. Par définition, si la femme se trouve dans cette situation, ça veut dire qu'elle est d'accord. Donc il va faire des avances. Pour une occidentale, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Elle sait pas,
et elle comprend pas. Donc pour lui, c'est qu'elle allume et elle joue avec lui et il pourrait passer en colère. OK? Mmh. Donc il y a c'est culturellement incompréhensible. Sauf si elle comprend la différence et elle lui dit: «Écoute, je serais pas ici avec toi si je ne te considérais pas comme mon frère». Parce que le seul moment où un homme et une femme sont seuls ensemble dans une pièce, c'est en famille. Ces recadrage par une occidentale Mmh. va complètement changer son attitude. Il va tout d'un coup la protéger avec sa vie comme si c'était sa sœur. Mmh. OK? Mmh. Si on ne comprend pas que des cultures sont différentes, on est régulièrement confronté. On va dire c'est confrontant Mmh. d'être face à un musulman qui na na ou confrontant d'être face à une occidentale qui na na. Donc moi je parle, souvent d'une position extérieure, avec un autre regard et ça bouscule, je comprends. Mais pour moi, c'est pas pour confronter, c'est pour dire: «Attendez, regardez, c'est plus large que ça». Mmh. C'est ça peut être différent. Alors de l'intérieur, je comprends la culture, mais on peut regarder autrement. Mmh. Alors je vais donner un exemple familial, mais aujourd'hui, dans toutes les capitales du monde entier et cetera, dans le monde occidental, bah, les familles traditionnelles se décomposent, hein. C'est décomposé, recomposé, et cetera et cetera et presque tous les enfants aujourd'hui grandissent dans un contexte de multiple reporting, time sharing, comme on dit en entreprise, et cetera et cetera. Donc les entreprises suivent ce mouvement. Il y a des cultures différentes qui sont beaucoup plus dispersées, recomposées, décomposées, c'est le système startup. Bah, c'est pas pour rien que ça arrive depuis 50 ans, parce que ça fait depuis 50 ans que les Mmh. structures familiales changent profondément dans les capitales, Mmh. pas dans les provinces. Donc il y a des éléments culturels, organisationnels qui commencent à gagner le monde depuis 50 ans, Mmh. basés sur des systèmes familiaux différents. Ça, c'est culturel aussi. Mmh. Donc il y a des c'est pas si simple que ce que je disais dans mon premier exemple, hein, c'est Bien sûr. Et finalement, du coup, si tu devais résumer l'idée, en quoi un système est le miroir d'une famille? bah, tout est le miroir de tout, Mmh. si on est systémique. Mmh. Autrement dit, les gens ne n'inventent pas quelque chose, qui sort de nulle part. Il y a des résonances. Voilà, donc on est tous le miroir de notre environnement. On voit l'environnement et notre miroir. Il y a pas de dehors là-bas dehors, il y a pas de dedans là-bas dedans. Ça, c'est des concepts presque quantiques en quelque sorte. On est dans une unité holographique qui fait que tout s'influence et grandit ensemble, en fait. On est dans un monde évolutif, on évolue, mais on à peine dans un chemin, Mmh. où il y a à la fois le côté lumière et le côté ombre qui s'affrontent, et cetera. C'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui. Heu, donc c'est intéressant de voir cette évolution et le fait qu'on en est le reflet. On est tous le reflet. Je veux dire, les burn-out dans les entreprises, ben, c'est le burn-out de la terre, c'est les forêts, c'est l'assèchement. Le monde, la terre est en train de vivre ce qu'on vit dans les entreprises, Mmh. heu Absolument. et dans nos corps, en fait. Mmh. Absolument. Oui, au niveau cellulaire, et puis voilà, d'un point de vue systémique, il y a Ouais, il y a une connexion partout. Alors ça, c'est un regard global, mais je veux dire, dans le monde du coaching, c'est intéressant d'être un peu ancré là-dedans, quand on regarde et puis on est quand même payé pour dire ce qu'on voit. mmh, On a raison, on a tort, mais on est appelé, absolument. pour donner un regard extérieur. Mmh. On dit que le coaching, c'est une démarche, de rupture ou de disruptif. C'est disruptif, c'est le même mot, rupture, disruptif. Il y a le mot rupture dedans. On n'appelle pas un coach pour qu'il nous confirme dans ce qu'on sait et dans ce qu'on fait, c'est pas la peine.
Je veux dire, c'est redondant. On appelle un coach pour avoir un regard extérieur et après on dit: «Ah ben, c'est confrontant». Oui, d'accord, mais c'est simplement un regard extérieur. Ouais, j'aime bien ta façon de redéfinir justement ce mot confrontant, qui est pas nécessairement bousculant ou autre chose, mais qui est un Ouais, regard extérieur, ouais. sur ce Enfin, c'est ma conception, mais le mot veut dire relation de front à front. C'est affrontement, c'est pareil, c'est comme de bélier, donc on peut voir ça comme, un affrontement, mais c'est en fait une confrontation de schéma, c'est mental, c'est oui, de front à front, ouais. quoi. J'aime bien justement, que tu utilises le kinesthésique là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous le voyez, pour ceux qui nous écoutaient sur Spotify, vous voyez pas forcément, mais voilà, il y a ces 2 mains qui peuvent, s'affronter, donc qui sont point contre point et puis, d'autres qui sont plutôt dans la verticalité, qui viennent, s'assembler et c'est marrant. Moi, j'aime bien confronter, justement matérialiser l'affrontement de cette manière-là et la confrontation de cette manière-là. Mmh. Heu, mais c'est qu'une question de point de vue encore une fois. Chacun ses associations. Exactement. Sur les dynamiques cachées alors, heu, si pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas vraiment ce que c'est d'accompagner ou voilà, d'être en phase d'observation, qu'est-ce que toi tu observes, qu'est-ce qui se joue vraiment derrière une réunion banale, dite banale? Ouh là 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 là. Alors une réunion d'ailleurs, il y a rien de banal pour moi, chaque réunion, chaque système est vraiment singulier. Mais là, tu parles de réunion d'équipe. Oui. Bon, je veux dire dans la granularité de tout ce qui se passe, c'est intéressant de dire, bon, selon le niveau de la réunion, de l'équipe et cetera, mais si c'est une réunion centrale de comité de direction ou autre, c'est comme ce qui se passe dans le noyau de l'ADN d'une cellule. Mmh. Autrement dit, il y a des chances qu'en observant de près, on comprenne exactement ce qui se passe dans l'ensemble et que ce qui se passe dans ce noyau soit reproduit finalement dans toutes les équipes. Mmh. Heu, c'est un système, génétique, quoi Mmh. et la fonction du noyau, bien entendu, c'est de s'assurer que rien ne change, qu'on préserve, donc c'est fondamentalement conservateur. Hem Donc on pourrait aller directement en disant, voilà, la fonction d'un comité de direction et ça se voit dans ces réunions, c'est de s'assurer que rien ne change, qu'ils gardent leur place, qu'ils assurent leur avenir, qu'ils augmentent leur parachute, qu'ils assurent leur sécurité, qu'ils se fassent réélire comme les gouvernements dès qu'ils sont en place, c'est leur première préoccupation, c'est de créer une dynastie. C'est fondamentalement ce qui se passe dans la génétique. Alors, on va dire que s'il y a un changement, de génétique, bon, c'est peut-être un OGM, on est en train de triturer la nature, c'est pas bien, mais c'est quand même le changement. Il y a normalement de l'épigénétique qui vient. Mais l'épigénétique n'est pas provoquée par le noyau. Donc c'est provoqué par, l'ARN, ça vient des frontières, Oui. ça vient de l'extérieur du comité de direction. Mmh. Donc le comité de direction, pour s'assurer que rien ne change, va dire: «Nous pilotons le changement». Et dès qu'ils disent qu'ils pilotent le changement, on peut être sûr que rien ne va changer, parce que c'est la meilleure façon d'attirer toute velléité de changement pour l'empêcher, Mmh. puisqu'ils le pilotent. Donc ils pilotent le non-changement. Mmh. Bon, ça c'est un regard, on pourrait dire, génétique, systémique. C'est leur fonction d'assurer la stabilité et cetera, d'assurer Mmh. que leur façon d'avoir fait continue puisque ça a réussi jusque-là. Donc il y a des raisons, de bonnes raisons pour, être aussi dans un certain conservatisme. Mmh. Mais si le monde autour change de plus en plus vite, ça pourrait faire en sorte que le système soit de moins en moins adapté à l'évolution galopante Mmh. environnementale, ce qui nous arrive aujourd'hui. Mmh. Donc on peut prévoir, bon, je sais pas, les entreprises ne vivaient pas plus de 50 ans, même les plus performantes. Bon, ça s'accélère cette affaire.
Mmh. Les entreprises vont, apparaître et disparaître de plus en plus vite et cetera, si elles apprennent pas à être beaucoup plus dans, une connexion à l'environnement plutôt qu'au noyau conservateur. Mmh. Alors le noyau conservateur souvent perd le contact avec l'environnement. Mmh. Et je reviens aussi sur cette question effectivement qui, comme tu dis, qui est pas forcément banale, puisqu'il y a rien de banal. Mmh. C'est le moment où Alain Cardon, il met le premier pied dans la salle de réunion. Le moment où le premier voilà, pied foule la moquette de la salle de réunion ou, peu importe, les matériaux, mais où est-ce que ton regard se pose en premier dans le système? Alors ça, c'est intéressant parce que le regard, là, on va dans les sens. Mmh. Les fameux 13 sens finalement, Ah on en ouais, connaît alors j'ai 6, hein. écrit un bouquin sur les 13 sens, mais ce qui est important, c'est que je rentre dans une salle avec tous les sens en éveil. Tous les sens en éveil et bon, c'est clair que le côté observateur, le regard est important, mais aussi il y a toute l'ambiance, il y a les sons, il y a les mouvements, le ballet. L'ordre dans lequel les gens arrivent. Moi, j'aime bien arriver tôt pour, heu, m'occuper de trucs dans un coin et cetera. Mais finalement, j'ai tous les sens en éveil sur ce qui se passe. Même la forme de la salle, la disposition organisée par l'organisation, bah, ça en dit long, parce qu'ils vont mettre en place une architecture qui correspond à qui ils sont. Donc je vais m'amuser à perturber ce truc et voir, bon on il y a une danse, c'est ça se mais on peut même démarrer très rapidement. Ça m'est arrivé en me disant: «Bon, avant qu'on commence, je vous propose de partager sur quel pourrait être le sens de votre disposition dans la salle. Qu'est-ce que ça représente, l'endroit où vous êtes par rapport aux autres?» Qu'est-ce que ça reflète de qui vous êtes en tant qu'équipe? Et là, bon, bah, on peut tout de suite enclencher sur un paquet de dialogues intérieurs, sur ce qu'ils disent pas, ceux qui refusent, le travail, ceux qui découvrent, comment ils commencent à vraiment échanger. Mmh. C'est Mmh. et Mmh. Observer la danse dans cette, grande ouais, salle dans cette salle de bal et observer, oui, observer comme tu fais, voir questionner, mettre en questionner, mais réflexion. ouais. Enfin, le but, c'est quand même de créer un espace de dialogue intérieur. Mais le coach accompagne, le dialogue intérieur d'un système. Bon, si c'est un individu, faut qu'il parle, il va se découvrir à travers ses mots et tout. C'est pas une conversation, c'est l'accompagnement du dialogue du client. Mmh. Et quand c'est une équipe, ben, c'est l'accompagnement du dialogue intérieur de cette équipe. Mmh. Et on peut intervenir sur la qualité du dialogue, mais pas le contenu du dialogue, c'est pas notre affaire. Ils sont compétents dans leur domaine. Mais on va regarder la forme, hein, les processus, les patterns dans le dialogue Mmh. qui se répètent. Heu et là, éventuellement, on va dire: «Tiens, vous remarquez, qu'est-ce que vous pourriez faire autrement si vous voulez changer?» et cetera. Mais Qui parle en premier? Qui cautionne les retards dans la réunion? voilà, ouais, mais même à la limite, ça peut se passer très vite. C'est-à-dire que Ouais. je pourrais dire, «Bon, il est 9 heures, on commence» et puis quelqu'un va tout de suite dire: «Bah, il manque Michel et Henri». Il va le dire assez fort pour que tout le monde l'entende. Donc il se positionne comme protecteur des moins compétents, parce qu'il est gentil et que celui qui a dit: «Alors on commence», bah, il n'est pas gentil parce qu'il n'a pas remarqué qu'il en manque 2 et il faut pas les exclure, il faut les attendre. Donc là, on va voir que l'organisation, finalement, au niveau des services, des entrepôts, de tout, bah, ils s'ajustent tous pour attendre celui qui est le plus en retard. Mmh. Heu, donc il y a un côté, coprotecteur, qui va tout de suite apparaître. Alors qu'il est bon ou pas bon, c'est pas le problème. Mais ça a un effet sur les résultats parce que, ils vont dire: «Bah, on n'a pas assez de réactivité».
Mmh. Il faut faire de la formation à l'agilité, la réactivité, Mmh. parce qu'ils sont pas réactifs, parce qu'ils attendent les derniers à arriver ou les plus lents. Mmh. Et quand on fait la formation, bien sûr, à l'agilité, quand, la formation a démarré, on dit: «Ah, attends, il manque Michel» et je sais pas quoi. Ils vont garder la forme tout en prétendant devenir plus agile, quoi. Donc la forme prime, la forme se répète, la forme reste. Donc en tant que coach, on accompagne ça, c'est l'évolution dans la plus grande granularité de ce qui se passe en quelques secondes. On pourrait poser des questions, dire: «Bah, vous voulez garder ça? Quelles sont les conséquences? Vous voulez le changer? Comment?» ça. Mmh. Mmh. Mais c'est des éléments, moi j'appelle ça culturel, c'est là depuis longtemps, ça s'est construit dans le temps. Mmh. Ah, c'est très intéressant et il y a un autre point clé, Alain, que tu soulignes au stabilo assez souvent, c'est la posture basse. Heu, Ouais. Qu'est-ce que ça permet réellement la posture basse dans un système? J'en observe assez souvent en supervision de coachs qui peuvent, justement, s'écarter de cette posture basse et je sais que c'est quelque chose que tu défends, beaucoup. Qu'est-ce que ça Alors il y permet? a de la subtilité, c'est-à-dire que la posture basse est tout à fait de mise face à un client qui lui-même ne sait pas. Comprenez, quand le client vient en disant, «Je sais pas, je cherche, j'ai besoin d'accompagnement» et cetera, il est en posture basse. Si le coach se met en posture haute, il va être un expert, il va être formateur, il va expliquer, et cetera. Ça c'est donc le rôle du coach, c'est de se mettre au même niveau que le client, sinon un peu plus. Donc il va dire: «Bah, moi non plus, je sais pas». Parce que en prenant cette posture parallèle, on pourrait dire horizontale, de partenariat, Mmh. heu, c'est une posture d'accompagnement comme un compagnon. Je me mets au même niveau. Accompagnement, ça veut dire ça. Mmh. Donc je me mets en posture basse, voire plus basse, pour que lui cherche en lui, enfin le client, sa puissance pour s'en sortir. Parce qu'il va voir qu'il ne peut pas attendre de moi quoi que ce soit. Mmh. Mais à supposer qu'il grimpe de niveau, je vais l'accompagner. Donc, s'il commence à, je sais pas, avoir de l'humour ou de l'ironie, bah, je peux m'y mettre. Avec quelqu'un d'arrogant, il faut savoir être aussi arrogant parce qu'il ne comprend que l'arrogance. Autrement dit, c'est intéressant d'être agile dans sa façon de communiquer avec l'autre, dont en posture basse, en position basse, face à des clients qui sont dans le doute et qui cherchent, ben, le coach doit être dans le doute et chercher. Le client est super émotionnel, le coach doit l'accompagner dans cette dimension émotionnelle. S'il est intellectuel, il peut le challenger au niveau intellectuel et cetera. Donc il y a des niveaux de communication heu, auxquels il faut s'adapter. Alors, en coaching, on bassine tout le monde sur la position basse. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout éviter la position haute de psycho ou de consultant. Parce que ce sont des gens qui connaissent et c'est pas une relation de compagnon. Heu, donc il faut se mettre en compagnonnage, voilà, en fait. Mmh. On va justement parler aussi des différentes casquettes, des différentes postures. Et tu as dit il y a quelques années qu'il y avait une vraie coachingologie et c'est vrai qu'il y a une sorte de cacophonie, il y a une sorte d'alerte sur ce marché avec des personnes qui accompagnent en posture haute sans être formées, certifiées, accréditées, supervisées. Bon et donc on va aussi en parler à un moment donné. Avant ça, peut-être Alain, si tu es OK avec ça, j'aimerais parler du silence. Parce que je sais que Mmh. c'est aussi un art, sur lequel, tu excelles et qui me passionne depuis plusieurs années aussi, pour avoir, si ça vécu dans des environnements où il y a une forme de cacophonie. C'est intéressant aussi de voir, le reflet et comment toi, tu perçois justement ce silence? Qu'est-ce que ça fait le silence dans une intervention, systémique? Alors ça dépend à quel niveau on regarde. C'est-à-dire que, en fait, au niveau du coaching,
mais peut-être dans un contexte systémique ou plus profond. Hem, Quand il y a un silence, la nature a horreur du vide, hein. Donc soit ce silence va être rompu par le coach, mais du coup, ça veut dire que le coach remplit le silence avec ce qu'il a en lui, soit le silence va être rompu par le client. Donc si le coach met un silence, c'est comme un vide, qui va aspirer, on l'espère, chez le client des choses de plus en plus profondes, des choses de plus en plus pures. C'est comme une pompe, où, plus il y a un monceau, qui fait du vide, plus, on va remonter de l'eau pure qui vient de très loin, hein. Donc le silence, moi je dirais la savoir manier le silence, c'est la compétence clé du coach. Parce que il va mettre en place un contexte relationnel autour qui est normalement assez confortable, qui va permettre au client d'aller de plus en plus profond pour chercher en lui, ce qu'il a besoin de découvrir, ce qu'il a envie de découvrir. Bon, donc à partir de là, on pourrait dire tout ce que le fait le coach, normalement, doit provoquer le silence. La définition d'une question puissante, pour moi, c'est une question où tout d'un coup, le client se fige et se met à réfléchir, plonge dans son silence. Mmh. Si je pose une question, j'en connais la réponse, elle est mauvaise, c'est pas une question puissante et si le client peut me répondre tout de suite, c'est que ça a pas servi, s'il plonge. Il reste à un niveau, on pourrait dire de surface. On est, dans la conversation. Même s'il me répond, ce que beaucoup font: «Ah, très bonne question». OK, donc je sais qu'il veut flatter le coach et qu'il va commencer à prendre une tangente. Mais celui qui est sidéré par une question et qui dit: «Oh là!» et qui se tait, je sais qu'il est touché. Mais la même chose si je répète un mot-clé, la même chose si je fais un partage personnel. Tout d'un coup, le client commence à se faire son cinéma interne et il se tait. Là, quand le client se tait, c'est le moment où il travaille. Mmh. Il travaille pas quand il se raconte, quand il définit son problème, il a déjà défini, il a raconté à des tas de gens et cetera et c'est sa story, OK? Ça fait partie du marketing, c'est de la surface. Le moment où il remet en question, cherche ses mots, sait pas quoi dire, heu il commence à écrire son livre, sa bible. Au début, il y a le mot, quoi, j'adore ça. Heu, Là, j'ai l'impression qu'il vraiment il plonge. On n'y arrive que par le silence. Donc c'est la compétence clé qui, à la limite, justifie les autres compétences. C'est le cœur du coaching. Mmh. J'ai une image qui me vient en tête ou une association d'idées là, Alain, c'est, quand tu as dit, «Tiens, je pose une question» et tout de suite on me répond: «Ah! Très bonne question, Alain». Je pense à l'IA, je pense à ChatGPT, on va en parler un peu aussi. Ouais, Tu sais, qui te répond tout de suite: «Très bonne question, Alain». ouais, Genre ouais, de manière automatique et ouais, ouais, sans forcément rentrer en discernement, sans ouais. franchir son seuil, Non, non, mais ça a un effet de flatterie qui permet à celui qui a posé la question d'être très content et de rester superficiel et cetera. Mais même, si on dit: «Ah là, je suis pas d'accord», «Ah, tu as tout à fait raison», et cetera, ChatGPT, c'est mettre des couches d'en veux-tu, en voilà. Bon, c'est culturellement, c'est beaucoup plus anglo-saxon que latin. Ce qui fait que les latins réagissent à ça, mais les anglo-saxons adorent. C'est c'est ça. c'est ça fait partie de la politesse anglo-saxonne, hein. Mmh. Ouais, c'est intéressant aussi cet aspect systémique aussi Ouais. dans l'IA, et j'aimerais qu'on puisse, tranquillement pivoter vers, peut-être vers l'éthique, Alain, si tu es OK avec ça. Mmh mh. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'éthique en coaching aujourd'hui? C'est quoi, le mouvement de l'éthique aujourd'hui en coaching? Enfin, moi, je fais une grande différence entre ce qu'on appelle l'éthique, on pourrait dire la déontologie et puis des règles.
Mmh. Parce que bon, j'entends, je sais pas, à l'ICF ou ailleurs, ils disent: «Bon, en coaching d'équipe, s'il y a plus de 15 participants, il faut être, plus qu'un seul coach, il faut être 2 coachs». Je suis pas ouais, pourtant je suis très ayatollah de l'ICF, mais sur les critères et les référentiels, mais j'ai déjà fait plus, si je dois être honnête. Et ils disent: «On ne coache pas à la fois une équipe et son patron. Il y a conflit d'intérêts» Mmh. et cetera et cetera. Il y a des tas de règles qui viennent. Bon, des règles, c'est des lois, c'est pas de l'éthique, c'est pas de la déontologie. Mmh. La déontologie, c'est dire: il faut être très vigilant si on coach à la fois une équipe et son patron, Mmh. ou si on coach à la fois les 2 membres du couple séparément et ensemble. Mmh. Il y a des possibilités de tas de glissements. Il faut être vigilant. Ça, c'est l'éthique. Si on commence à m'énoncer des règles sur comment je dois faire pour faire mon boulot, je vais dire: «Mais de quel droit? Tu te prends pour qui?» Hein? Autrement dit, est-ce que faire un boulot comme la médecine, c'est suivre les consignes de l'État? Ou est-ce que faire un boulot comme en médecine, c'est suivre son éthique de médecin? Mmh. C'est un grand problème de société aujourd'hui. Tu peux nous en dire plus, Alain, justement, comment tu prends du champ en vision hélicoptère, là, justement, au niveau de la société? Bah, si tu veux, je fais référence au Covid. Tout d'un coup, il y a l'État qui dicte à tous les médecins ce qu'ils doivent prescrire, pas prescrire et cetera et cetera. C'est contraire au serment de Hippocrate. L'éthique, c'est le serment d'Hippocrate. Les lois, c'est pas de l'éthique, c'est des lois et c'est, dans une structure hiérarchique. Donc l'ICF se pose en hiérarchie des coachs qui pourtant payent l'ICF comme un fournisseur. Parce que c'est les membres qui financent l'ICF pour défendre le métier. Mais tout d'un coup, ils se comportent comme un siège de multinationales qui dicte aux coachs ce qu'ils peuvent faire, pas faire, comment faire et cetera et cetera. Donc, il y a la création d'un monstre là. Mmh. Faut Quelle est la différence? Bon, déontologie. Alors par exemple, j'ai été appelé, par un tabagiste, fabricant de tabac au niveau international de cigarettes et quand la RH m'a appelé, elle a dit: «Est-ce que tu travailles avec des fabricants de cigarettes?» J'ai dit: «Bah, oui, pourquoi?» Elle a dit: «J'ai appelé un coach international très connu et il m'a pratiquement craché à la gueule en disant: "Jamais je travaillerai pour un fabricant de cigarettes"». Alors je trouve intéressant comme position, parce que est-ce qu'on travaille pour, je sais pas, des banques, des pharmaceutiques, des assurances? Qui est assez noble pour être, client d'un coach? Mmh. Est-ce qu'on travaille pour des mineurs? Est-ce qu'on travaille, enfin des mines, des gens qui polluent, à partir de alors le fin fond de l'histoire, c'est qu'en fait, le père de ce coach avait travaillé dans une usine de tabac, a fumé comme un pompier et est mort d'un cancer des poumons. Mais il l'a pas dit, il a craché sur le client. Mmh. Il a pas dit: «Ah ben je peux pas, c'est la limite de ma compétence». Tout Oui, il y a presque un Cartman, ou en tout cas, ouais, ouais. mmh, Mais finalement, moi, j'ai travaillé avec eux, et bon, mmh, il y a des tas de problématiques qui se posent. Il faut pas me demander d'être d'accord avec ce qu'ils font, mais je peux les accompagner pour qu'ils les aider à réfléchir, à voir comment ils font, comment ils peuvent faire mieux, comment ils peuvent se remettre en question, et cetera. Bon, mais si on coupe le contact avec tous les gens qui ne vont pas, on peut pas espérer qu'ils vont aller mieux, hein. mmh, Donc quelle est l'éthique? Quelle est la déontologie? mmh. J'ai eu une fois, je sais pas, un pollueur magistral qui m'a appelé, ces mineurs de mines d'or. Alors on sait qu'ils foutent de l'arsenic et cetera et cetera. Ils m'ont dit: «Tu travailles avec nous?» Je dis: «Oui».
je veux bien. Alors ils m'ont jamais appelé parce qu'ils savent que je je dis ce que je pense, que je vais pas les louper. Mais s'ils m'appellent, j'y vais, hein, Eh oui, et je vais faire le meilleur travail possible, de façon respectueuse, pour les accompagner, pour qu'ils se remettent en question, mais c'est ça qu'on fait avec tous les clients. eh oui, sur le processus, sur le contenu, comme tu le dis Mmh. aussi, ouais. Mmh. Sur Alors je sais pas si j'ai répondu à ta question éthique, déontologie et tout, mais je donne des exemples, hein. tu as répondu, avec les exemples, avec, en dissociant les règles et l'éthique aussi, c'est super intéressant. Si on se rapproche de l'IA, heu, qu'est-ce que l'éthique en justement, doit prendre en compte à ce niveau-là? Comment on aborde la question de l'éthique dans l'usage de l'IA en accompagnant? Enfin, moi je m'y connais pas trop en IA, donc je veux dire, j'ai pas trop expérimenté. Mmh. Heu, j'ai entendu, différentes formes d'IA, il y en a qui vraiment ont intégré, des philosophes dans leur conception, il y en a d'autres qui sont Mmh. purement, on pourrait dire mécaniques. Alors le problème de avant l'IA, le problème de l'informatique, c'est que c'est créé par un monde d'ingénieurs. Et pour moi, l'IA va attirer des personnes qui, sont déjà mentalement, un peu comme ça. Autrement dit, ils sont attirés, c'est des obsessionnels, c'est des gens qui veulent comprendre, contrôler, être sûrs, aller dans les surdétails, donc ils vont fouiller, puis refouiller et cetera dans un genre d'analyse, une dimension analytique. C'est pas une dimension sensorielle. Mmh. C'est pas une dimension, je dirais animale, c'est pas une dimension émotionnelle et cetera. C'est une dimension analytique. Donc ça va attirer des analytiques qui vont s'y donner à cœur joie, mais c'est pas fait pour, des passifs agressifs, c'est pas fait pour des hystériques, c'est pas fait pour toute une partie de la population. Donc c'est encore, on pourrait dire, un envahissement, un cadrage apporté, Mmh. par une partie de la population, contrôlante, mentale, qui en passant va se faire un fric monstre et contrôler encore le monde et cetera et cetera et cetera. Donc ça suit, les Facebook, et cetera ou Instagram qui finalement, sans le vouloir, capturent prennent en otage du cerveau actif. Mmh. Et ça a un effet sur le monde et c'est dans cette mouvance, c'est pas dans ça vient pas d'ailleurs. Mmh. Autrement dit, on peut penser que ça va, accélérer, encore plus des choses qu'on voit venir depuis un certain temps. Et effectivement, ça fait écho à l'actualité, ça fait écho à l'histoire, l'histoire avec un grand H, avec tout un tas de choses effectivement, qu'on voit apparaître. Hem, si on reste encore juste un instant sur cette dynamique-là par rapport à l'IA, comment, de ton point de vue, l'IA va questionner ou re-questionner la posture du coach aujourd'hui? Je pense que l'IA va alléger pas mal de choses. C'est-à-dire que, toute la partie coaching qui est, on pourrait dire ce que j'appelle la coachingologie, c'est-à-dire, basé sur du formatage universitaire. C'est de la structure, des théories, et cetera, et le monde du coaching en est plein, de différentes théories qui chacune, ou écoles, on va dire, des écoles de pensée, le coaching, ceci, le coaching cela, et cetera, des façons d'accompagner différentes. Bon, toutes ces écoles ou ces courants de pensée finalement, essayent de tailler des territoires, Mmh. en disant chacune on est meilleur que les autres et cetera et cetera. Heu, mais c'est de la théorie. Autrement dit, ce qui marche dans le coaching, comme en thérapie, c'est pas l'école, c'est la qualité de la relation. Mmh. C'est la qualité de la relation, la La profondeur relation. de la relation entre le thérapeute, et le patient ou le client et cetera. Non, non,
tout ce qu'on voit, tous les grands, Ericsson, Fritz Perls et cetera, c'est la qualité de la relation. D'autres sont venus après et ont dit: «On va étudier ce qu'il fait, on va en faire un formatage et on va enseigner le formatage». Mais ils n'enseignent pas la qualité de la relation. Voilà. Or, ce qui marche, c'est la qualité de la relation. Donc, ça, il y a eu des études de fait, hein, j'invente rien, les études le prouvent. S'il y a pas la qualité de la relation, toute la théorie sert à rien. Or, en université, on apprend la théorie, mais pas la pratique et la pratique, c'est la qualité de la relation. Mmh. Donc la coachingologie, toutes ces théories et cetera, bon, c'est bien. Alors il en faut une, mais elles se valent. Si on n'a pas de méthode, bien sûr, prenez une méthode au hasard, développez la qualité de la relation. Alors le 2e facteur, bien entendu, c'est de tenir compte de l'environnement du client. Parce que si on l'accompagne et il change et on le remet dans son milieu, bah, le milieu va gagner, il va rechuter et cetera, c'est connu, c'est comme en entreprise, la le signe d'un très bon coaching où la personne change, bah, généralement, il va démissionner de son entreprise. Pourquoi? Parce que le système n'évolue pas et on l'a pas accompagné pour qu'il devienne agent de changement de son système, OK? Pour qu'il ajuste son environnement proche dans le système pour pouvoir, garder l'évolution qu'il a fait. Et dans toutes les thérapies, toutes les accompagnements et tout, si l'accompagnateur ne tient pas compte de ça, bah, il y aura un genre d'échec, il y aura un divorce, il y aura une séparation, il y aura ou alors il va replonger, Mmh. il y aura une rechute. Mmh. Heu, donc il faut tenir compte de l'environnement et ça, c'est le côté systémique. Mmh. Ouais, c'est passionnant. Là-dessus, j'ai une dizaine de questions qui viennent en tête, mais bon, je les garde pour plus tard. Ce sera peut-être un épisode 2 ou bien pas, on verra, mais en tout cas, voilà. Tu parlais de la qualité de la relation et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Heu, c'est pour moi en tant que personne, en tant que professionnel aussi. Et il y a un élément sur lequel tu t'arrêtes souvent, c'est la linguistique. Mmh. Et les mots, les verbes, les temps, l'étymologie, l'origine des mots, et du coup, toi, Alain, quelle place est-ce que tu donnes à la linguistique, à l'étymologie dans ton écoute, du client? Bah, je sais pas trop alors je viens de je l'ai dit de l'ethnologie. L'ethnologie, pour comprendre une culture, bon, on étudie son langage, la taxonomie, c'est l'ethnologie linguistique, c'est du Chomsky, c'est de la c'est en étudiant, finalement, on sait ce qui préoccupe la culture. S'il y a, l'image, c'est s'il y a 25 mots pour neige, ben c'est pas la même chose que s'il y en a pas. Donc on sait que la culture est préoccupée par ou la personne. Je parle à un paysan, il va pas parler d'un arbre, il va parler du chêne, du saule, je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens que d'être général. Il va être dans la granularité. Un citadin, bah, un arbre, c'est un arbre, je veux dire, c'est et ainsi de suite. Donc en fait, pour comprendre l'autre, c'est intéressant de savoir écouter. Alors, il y a aussi le langage des oiseaux, c'est-à-dire que quelquefois, il va utiliser un mot pour un autre, ou dans le mot, il y a quelque chose de caché, ou, il y a une sonorité qui veut dire le contraire, quand je dis, je sais pas, à quelqu'un: «Qu'est-ce que tu fais dans ta vie?» Il dit: «Moi, j'enseigne». Bon, j'entends le mot à plusieurs niveaux, heu Heu, donc il y a des tas de choses comme ça qui se passent, et ça, c'est, capté, on dirait dans toute sa sensibilité en quelque sorte, heu, par, par l'oreille. Or le coaching est pour moi, un métier auditif. C'est pas un métier visuel. Le visuel, c'est beaucoup plus contrôlant. C'est bien pour ceux qui sont dans la PNL, le visuel. Il faut regarder, mettre en catégorie. Le coaching, c'est développé à l'origine par téléphone. C'est auditif et c'est tout un autre monde.
Donc quand je forme des coachs, dans mes écoles, je leur dis: «Vous allez rôder par téléphone, c'est pas par Zoom, c'est pas par Skype, c'est pas en face à face. Mettez un cache, Air France sur vos yeux, vous regardez rien dans la salle, vous vous mettez entièrement dans l'auditif comme un aveugle et Mmh. vous allez entendre tout un nouveau monde» et ceux qui font cette pratique me découvrent des choses, mais auxquelles on n'a pas accès dans le langage, dans la vie de tous les jours. Je t'ai entendu le redire sur ta chaîne YouTube et je l'ai repratiqué la semaine dernière, justement ça. Un accompagnement par téléphone d'un client en déplacement et j'ai fermé les yeux, j'ai pas pris de cache, mon cache, Boeing Ouais, ouais. et on puisqu'on fait du name dropping aéronautique et effectivement, ouais, il y a cette dimension sensorielle et il y a une ouverture, des sens qui est Ah sensationnelle. bah, on est dans un autre monde. Ouais, C'est complètement et on capte beaucoup d'autres choses, en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, donc Alors il y a à rôder ça. Moi, je propose aux coachs, selon ce qu'ils ont, de rôder des catégories de sens, en faisant, je sais pas, du théâtre, ça c'est pour leur voix, leur capacité de pour toucher les autres ou d'aller, écouter des concerts à fond de musique classique et cetera. Parce qu'il y a à développer, non pas le sens, mais ce que le sens permet. C'est la profondeur de chaque sens. mmh. Alors tu parles d'opéra, hein, tu Ouais. parles en tout cas de musique classique. J'aime bien aussi, intégrer cette notion de prosodie, de musicalité de la voix. Toi, tu parles de parole comme un scalpel. C'est quoi le pouvoir de la parole, de la Alors le pouvoir de la parole, pour moi, ça fait partie de la capacité de toucher. Autrement dit, quand on écoute, je sais pas, un soprano, on est touché. On écoute un violon, bon, là, c'est pas par la voix, c'est par la main, mais c'est le toucher, à l'origine et les cordes vocales, c'est une façon de toucher les autres. C'est les orateurs, les chanteurs, et cetera. Tout ça, c'est la capacité de toucher les acteurs de théâtre et tout. Ils travaillent la voix, pour la propulser, pour la toucher et il faut pas sous-estimer la puissance de la parole, dans le coaching et ça, malheureusement, dans beaucoup d'écoles, ben, ils ne n'accompagnent pas déjà la conscience, ni le rodage, de la linguistique. Ils sont dans le verbe plat, comme si c'était écrit. Donc il y a quelqu'un qui va servir une question puissante, d'une façon plate et il va s'attendre à ce que ça ait de l'effet. Bon, c'est mmh, pas comme ça que ça se passe. mmh. J'aime beaucoup justement le fait que tu t'arrêtes sur ces notions-là qui sont habituellement, invisibles ou qu'on laisse passer assez rapidement et Ouais, c'est invisible, hein et tu vois, tu es dans le regard, dans le toi. regard, Tu es complètement dans le regard. et C'est pas du tout, heu, invisible aux oreilles, on pourrait dire. absolument, absolument Donc et c'est tout de vrai suite, que on va entendre, d'où vient l'autre, ouais. son monde, rien qu'avec ces mots, tu vois? Tu viens de d'illustrer Complètement magistralement. et je sais que je suis très visuel et que j'ai cette tendance, j'ai ce pattern à revenir vers le visuel. D'ailleurs, dans mon métier de conférencier, sur la justement ce côté qualité relationnelle qui me passionne et que je propose en entreprise, ben, sur mon texte, quand je l'apprends, quand je le travaille, quand je le façonne, je marque les silences, je Mmh. les écris visuellement. Je marque les emphases sur certains Mmh. mots, pour donner de la puissance à Ouais, certains mots. ouais, ouais. Donc c'est bon, on en revient au visuel, mais je trouve le parallèle assez intéressant, Ouais, ouais, ouais. sur ce scalpel et Mmh. justement, comment toi, est-ce que tu ajustes, ta voix en fonction de si tu souhaites confronter, apaiser, accélérer, un accompagnement individuel, collectif, comment Alors moi, je veux dire, c'est pas conscient. Heu, mais c'est du rodage, c'est de l'habitude, ça devient automatique, il y a il y a une conscience générale, de tous les sens, hein. C'est-à-dire qu'on va observer la relation entre le sonore et le déplacement en face, et cetera et cetera. Et c'est intéressant pour moi, c'est d'utiliser tous les sens, ensemble.
Mmh. tout en étant conscient de ceux qu'on utilise moins ou qu'on a moins l'habitude pour les booster un peu. Mais finalement, on est, comme un ensemble de sens systémiques qui travaillent ensemble. Mmh. Heu, Moi j'aime bien, par exemple, quand je vais écouter un concert, bon, je peux fermer les yeux, c'est pas regarder l'orchestre, c'est éventuellement me tourner et regarder la salle et de sentir comment tout dans la salle bouge en accord avec la musique. Ils sont tous dans une espèce de pulsation commune. On peut tout de suite situer quelqu'un qui n'est pas dans le mouvement parce que, je sais pas, il est sur son téléphone ou je sais pas quoi, à regarder un truc. Il n'est pas dans le flux, la pulsation collective. Alors en regardant ça et en écoutant, on peut sentir comment on en fait partie, Mmh. ou comment on s'en est exclu parce qu'on observe. Heu, donc on peut observer de l'intérieur en faisant partie, mais tout ça, je veux dire, ce qui se passe dans une salle de concert, c'est un ensemble organique Mmh. avec des parties qui jouent pas le jeu, qui et puis qui reviennent. Mmh. Et on le sent en orateur, tu parlais d'orateur, tu peux regarder ta salle, tu sais tout de suite qui n'est pas avec. Tu sais tout de suite qui est avec. Ça se sent, et la vibration de la salle. Ah, j'aime bien cette notion de pulsation collective que tu parles, effectivement, cette dynamique groupale qu'on peut sentir, Mmh. autant dans une salle de réunion, quand le manager, en théâtre inversé n'est pas écouté, par le Mmh. reste de son équipe ou comme quand tu dis que tu vas dans une salle, de concert. Ça m'est arrivé assez peu, mais j'aime bien effectivement. Ça m'est arrivé une fois ou 2 de me retourner et de vivre ce que tu dis là. En général, on me prend un petit peu pour un fou, mais bon, c'est pas très grave. Ça. On glisse vers la fin de notre entretien, Alain. J'ai encore, 2-3 questions à te poser, mais peut-être une, sur le cardon. Heu, avec ses épines et sa manière de se transformer, en quoi le cardon, il te semble être une métaphore, des systèmes humains, que tu accompagnes? Ah, j'ai aucune idée. En fait, je connais pas trop le cardon, c'est pas une plante que j'ai beaucoup étudiée. Il y a des gens qui m'ont envoyé des recettes du cardon que j'ai mis sur mon OK. site parce que je trouvais ça rigolo. Bon, pour moi, cardon, pour moi, c'est un nom du Nord. Il y a beaucoup de cardons, autour de l'île. Mon père est né en Inde d'ailleurs dans le Nord, donc j'ai un côté ch'ti, du côté paternel. Et de oui-dire, parce que c'est ce qu'on raconte, avant ça, c'était de Belgique et donc heu, probablement avec une influence espagnole parce que le plat pays a été envahi par l'Espagne, avec des liens, à Cardozo. Il y a en Espagne des Cardona, des Cardozo, donc ça c'est plus, bon l'origine, heu, mais j'ai pas fait d'études de ma génétique, pour savoir combien j'ai, d'arabe, de chinois et d'espagnol et du reste. Hem, mais ça c'est l'association que j'ai, beaucoup plus que l'association, plante-nourriture. Mais peut-être que toi tu en as, tu vas pouvoir me renseigner. Pas spécialement, c'était plus un clin d'œil, Alain, parce que Ouais. j'ai vu sur ton site les recettes de crème brûlée au cardon. Je me suis dit: «Il y a un loup là-dedans, il y a» je Ah ouais. j'ai trouvé ça Non, non, amusant. vous voyez, on m'a même offert des pots de cardon, ça c'est du côté de Lyon, OK. et une bonne, copine coach lyonnaise qui n'arrête pas de me mettre en boîte là-dessus. Donc il y a de l'humour dans l'affaire. Alors je sais que c'est censé être piquant et que peut-être il y a du lien avec le chardon, je sais pas quoi. En tout cas, c'est l'image qu'on veut me donner, mais bon, OK. C'est pas en tout cas, moi, c'est pas là-dessus que je voulais, t'emmener, Mmh. mais oui, il y a les épines, mais sous les épines, il y a aussi la tendresse et peut-être, voilà, la qualité relationnelle, en tout cas, d'une certaine façon. Ouais. Hem, Qu'est-ce qui, toi, Alain, te donne encore de l'élan? Qu'est-ce qui te donne, de la vitalité dans le monde? Bah, moi, je suis passionné par une recherche que j'ai depuis toujours, qui à l'époque n'était pas, du coaching, Mmh. mais qui est,
de comprendre d'une façon de plus en plus inclusive, heu, un peu ce qui nous échappe au niveau culturel, au niveau de notre programmation. Parce que étant né entre plusieurs cultures et intéressé par finalement des traductions, ou des interprétations de ce que c'est qu'être humain. Alors interprétation intellectuelle, culturelle, émotionnelle aussi, on est programmé d'une façon émotionnelle. J'ai toujours été intéressé de chercher qu'est-ce qu'il y a dessous ou au-dessus. Heu et à la limite, mon entreprise qui s'appelle Métasystème, c'est quel est le système qui englobe les systèmes? Qu'est-ce qui est, métaculturel? Qu'est-ce qui appartient à l'humanité plus qu'à chacune de ces cultures? Parce que ça, c'est des déclinaisons, partielles, donc je m'intéresse à alors ça peut devenir spirituel, mais attention, pas religieux, parce que religieux, c'est culturel. Mais le spirituel est commun à l'homme, éventuellement même à l'animal et aux plantes. C'est commun aux vivants. Mmh. Heu OK. et donc là, je suis aspiré pour essayer de comprendre ça en moi, Mmh. pour ne pas, on pourrait dire, tomber. C'est presque comme la chute, du jardin d'Éden ou je sais pas quoi, c'est la pomme de la connaissance culturelle, finalement on n'a plus, vraiment directement accès, on est un peu programmé de donc c'est de retrouver ça, que tout le monde a en lui, hein. Puisqu'on est tous d'abord des animaux, des êtres humains et cetera, avant d'être culturels. On était comme ça gamins déjà, nourrissons, heu, complètement connectés. Pour quelqu'un qui nous écoute, Alain, et qui souhaiterait justement faire ce travail un petit peu de gravir sa propre montagne et de faire ce travail expérimental, ça pourrait être quoi un 1er petit pas, réalisable qu'il pourrait expérimenter de ton point de vue? Qu'est-ce qui te vient? Alors aujourd'hui, je dirais, c'est un travail, sensoriel. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas intellectuel, c'est pas psychologique, parce que ça, c'est le programme. Mmh. C'est notre programme. C'est qu'est-ce qu'il y a avant le programme? Alors avant le programme, tout ce qui pourrait être, sensoriel, bon, c'est par le corps, par la respiration, par la méditation, par tout ce qui est, commun, on pourrait dire. Alors dans toutes les cultures, on va voir, hein, de toutes les traditions, il y a de la respiration. Il y a, qu'on aille, vers l'est, l'ouest et cetera, il y a de la respiration dans les prières, chez les soufis, chez les anciens Égyptiens, en Asie donc il y a des méthodes qui sont, interculturelles, on pourrait dire, Mmh. qu'on peut rechercher, et pratiquer. Non pas en se mettant dans la culture, mais en se disant: qu'est-ce que ça me permet de sentir? OK, Mmh. qu'est-ce que ça me permet de recontacter? Mmh. Donc ça, c'est un travail, moi je dirais c'est un travail sensoriel. Alors par les sens, mais par, aussi un travail corporel et autres. Mmh. Qu'est-ce que ça me permet de sentir? Ouais, commencer par ce travail sensoriel. Mmh. Génial. Avec ce qu'on a traversé là dans notre entretien, Alain, si tu devais, mettre une musique là maintenant, tu mettrais quoi? Alors moi, il y a une, musique, que j'ai envie de réécouter parce qu'elle m'a enfin et j'ai appris récemment que dans un Pink Floyd, il y a une voix de quelqu'un, une femme, ils ont donné une consigne en disant: «Bah, tu fais que de la vocalise et tu chantes sur la mort» et il y a une voix comme ça qui vient et que j'ai encore ancrée en moi, mais que j'ai pas entendue depuis une vingtaine d'années, hein, Mmh. et j'ai envie de retrouver ce morceau et de l'écouter. Heu
parce que ça c'est resté ancré en moi. Donc c'est, ouais, une voix finalement une musique assez new age, hein, les Pink Floyd, mais alors pour la petite histoire, elle a été payée des cacahuètes pour ce truc-là, son nom n'a jamais apparu sur le disque, et cetera, alors que c'est sublime ce qu'elle a fait, avec juste 2 consignes, Mmh. et maintenant elle est reconnue, ça commence à sortir. OK. Tu me donnes envie de réécouter les Pink Floyd et je propose qu'on échange peut-être en off pour retrouver la piste, le son parce que Oui, oui, je le remettrai sur les réseaux aussi. ouais, 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 alors ça doit être, je sais pas, le Dark Side of the Moon ou je sais pas quoi, un de ses anciens disques, hein. OK, Ouais, ouais. ouais, j'adore. Si on parle d'image, Alain, je reviens au visuel, excuse-moi, hein, mais s'il y a une image qui t'a marqué récemment, hein, ou une image qui te plaît globalement, ça serait quoi? Oh, le visuel, je sais pas trop. Moi, je suis toujours, ce qui me plaît, m'apaise, c'est les levées de soleil. Mmh. Heu, En fait, presque plus que les couchers, sans doute parce que je suis lève tôt, et que les couchers de soleil, je suis occupé, ou ailleurs ou je sais pas. Mais j'ai, régulièrement, l'occasion de me dire: «Tiens, je vais apprécier le lever de soleil». Récemment, j'étais au Portugal. Donc ça, c'est, le visuel qui me touche, mais en fait, parce que ça m'apaise et que je prends le temps de méditer, que je prends le temps de respirer, que je prends le temps de sentir, donc c'est presque un ancrage, quoi. C'est un ancrage pour revenir en moi. Super. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs, retiennent de notre entretien? Ah bah, c'est l'auberge espagnole, hein, chacun va retenir ce qu'il veut. J'espère qu'ils retiennent quelque chose, qu'ils y trouvent quelque chose. Mais je veux dire, bon, il y a j'espère une palette assez large, qui fera que chacun y trouve quelque chose, et a envie de continuer, de chercher de son côté, Mmh. ou de suivre. Ouais. Au regard du chemin que tu as parcouru toi, Alain, à qui est-ce que tu aimerais dire merci et pourquoi? Ah! Alors à qui, si c'est quelqu'un de particulier, c'est sûrement ma mère, parce que comme j'ai dit, je suis issu de famille de père absents, donc c'était un bon matriarcat Mmh. avec un clan de gamins qui essayaient de survivre avec elle parce qu'elle était gamine, hein. Moi, je suis né, elle avait 20 ans, mon grand frère, elle avait 18 ans, donc c'était une survivante Mmh. et elle s'est bien battue, elle était un bon modèle, matriarcal. Donc beaucoup de choses que j'ai développées, en fait, c'est issu de ce passé, hein. Je j'ai pas inventé grand-chose, tous les toutes les méthodes de développement de partenariat, de travail en équipe, et cetera, bah, c'est comment faire en sorte de pas reposer sur le patriarcat, quoi, que ce soit pas top down, mais que ce soit collaboratif. Avec elle, on était, vraiment une famille assez collaborative. Mmh. Avec des voyages, des campings pendant un mois en mer Rouge, dans des endroits paumés, c'était des aventures qu'elle aimait vivre et qu'elle nous faisait vivre. Donc on a grandi, enfin moi, c'est ma perception, j'ai grandi dans un truc assez paritaire, finalement. Mmh. Alors bon, elle était quand même, ma mère, c'est pas du même niveau, mais en grandissant, on s'est trouvés, hein, beaucoup plus dans une relation, paritaire, Mmh. Et oui, tu parles souvent de cette relation paritaire, notamment en miroir au compagnonnage qu'on peut avoir avec nos clients et c'est intéressant d'entendre ce mot-clé qui revient souvent. ouais, ouais, et je remarque qu'en fin de carrière, ou enfin en fin de carrière, c'est depuis maintenant au moins 15 ans, j'ai de plus en plus, de clientes PDG.
d'entreprises managées par, non pas des femmes masculines, mais des femmes qui managent autrement, qui ont un esprit différent, qui avancent autrement. Et je vois ça avec plaisir. Dans le monde évolué, je veux dire les pays nordiques et de l'Est, il y a plus en plus de femmes, dirigeantes, de pays aussi et cetera. Mmh. Et ça, pour moi, il y a un écho, Mmh. de mon système familial. J'aime bien. Je m'y retrouve plus facilement et j'aime bien accompagner. On collabore très bien. Alors que première partie de ma carrière, c'était plus masculin, Mmh. hein. Intéressant, ouais, ce changement et OK. Si tu devais recommander un artiste ou une œuvre que tu as aimé, que tu as aimé récemment? Un artiste, quoi, visuel, pictural, Comme tu le sens, c'est toi qui décides. oh bah, parce que pour moi, bon, j'aime beaucoup, bon, la musique classique. Alors le problème, c'est que je suis pas très centré sur le l'artiste. Ça, c'est mon épouse, alors elle peut, dire, tel compositeur, tel machin, tel truc et cetera. Alors moi, bien sûr, c'est des grands classiques, romantiques, de mais même, quoi, bah, fin du baroque, Mmh. j'aime bien la musique vraiment classique, les opéras aussi, mais en visuel, bon, ce serait, alors il y a du moderne, j'aime bien un peu de tout en fait, Oui, c'est pas je peux forcément une œuvre spécifique, c'est assez large. oui, parce que tout d'un coup, si je pense à des choses qui sont plutôt, d'Asie ou d'Afrique, il y a des trucs qui il y a des patterns extraordinaires qui mmh, donc quand on me pose la question, je pense automatiquement, je sais pas, occidental, mais en fait non, ça va bien plus loin que ça. Il y a des œuvres, je sais pas, japonaises, extraordinaires qui m'ont profondément touché, donc lequel, j'ai du mal là, c'est une fois de plus, c'est le côté, interculturel qui vient parasiter des choix, trop limités. Heu, Mmh et au regard de ce qu'on vit en ce moment, si tu devais passer un message à l'humanité, tout entière là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? je me garderais bien de dire: «Oh, c'est réveillez-vous, arrêtez vos conneries, on peut faire mieux». Ouais. Alors j'ai de l'espoir, hein, l'air de rien, j'ai l'impression qu'on est proche d'un moment de bascule. Il y a des indicateurs, l'Europe se réveille, Orban là vient d'être balayé. Ah, il y a un mouvement qui se met en place. Il y a l'Angleterre qui se rapproche de l'Europe. Il y a, je crois qu'il y a de la conscience qui se développe et on aborde un moment de bascule. On pourrait voir que tout d'un coup, il y a un paquet de trucs, négatifs qui vont tomber comme des dominos les uns après les autres. Mmh. Heu, Mmh. alors bon, je prends Orban comme un premier indicateur, mais tout d'un coup, il y a de l'espoir. Heu, alors je le sens venir depuis un moment. Je me dis: «Quelle va être la goutte d'eau?» en fait, qui fait que, ça va déborder, ça va bouger. À la fois aux États-Unis et cetera, en Russie, en France, je veux dire partout, Mmh. qu'il y ait qu'il y ait une bascule. On va conclure, avant cette bascule-là, Alain, où les gens, qui écoutent ce podcast, qui ont envie de poursuivre avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver,
un lien? Ah bah, sur internet, je suis sûr, il suffit de chercher Alain Cardon MCC, hein, mettre le MCC parce que ça me différencie des autres Cardon Mmh. et Dieu sait s'il y a beaucoup d'Alain Cardon. Mais bon, je veux dire sur mon site internet, Metasystem Coaching, sur YouTube, il y a des livres sur Amazon, hein. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai beaucoup publié sur Amazon Books. Heu, alors il y a des gens qui disent: «Pourquoi Amazon? Il faut pas», c'est plus libre, c'est plus, je c'est pas la même chose qu'avec des éditeurs, j'ai eu ma dose d'éditeurs. Mmh. Heu, c'est trop lourd. Mmh. Heu, donc ça, voilà, il y a des articles sur mon site, il y a des tas de choses gratuites à droite à gauche et puis sinon, il y a mes formations pour devenir coach. J'interviens aussi en entreprise, au niveau international, ça c'est pour des accompagnements de système, donc voilà mon petit moment de pub. Ouais, avec plaisir Alain. Si tu pouvais passer le flambeau à une personne qui passerait sur le podcast, après toi, ça pourrait être qui? Quelqu'un qui serait passionnant, qui pourrait partager des clés ou Alors dans le même domaine ou dans d'autres domaines ou? ce qui te vient? C'est un podcast, de dirigeants conscients, donc c'est voilà, qui ça peut être dans le même domaine ou bien pas, comme tu veux. Enfin moi, il y a des personnes que j'aime beaucoup qui font des choses très différentes, alors en tout cas dans la lignée de ce que je fais, il y a Claude Arribas, qui est plus, sudiste, il habite, près de Montpellier. Il travaille en espagnol au Chili, et fait le même genre de choses que moi. On a parcouru pas mal de chemin ensemble. Bon, à sa façon, hein, il est très différent. Déjà, il a un accent, du sud et tout, mais donc ça, c'est un genre de sosie, un genre de frère jumeau, mais dans un autre monde, dans une autre culture. Il parle pas l'anglais. Sinon, il y a, je sais pas, tiens, il y a une personne que j'aime beaucoup qui, Sophie Koopman, je sais pas si tu connais, mais qui fait de l'accompagnement avec du piano. Elle est d'une sensibilité, mais C'est ç extraordinaire. Mmh. Tu connais? Oui, oui, oui. Ouais, Ça pourrait être incroyable effectivement, j'y ai pas pensé. ouais, alors je l'adore. Elle a une façon, une présence, une façon de parler de ce qu'elle fait. Et tout et là, elle revient d'un grand voyage, en Asie où elle a vécu des expériences extraordinaires, Mmh. donc je dirais ça c'est une autre fenêtre. Super. Alors elle est coach, hein, elle est coach, bien formée, supervision et cetera. Je sais pas si elle a son PCC ou son MCC, mais moi les diplômes, bon, c'est une surface, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Heu, bon, Mmh. sinon, je sais pas, je gravite beaucoup avec, autour de Coach Synergie, là, le système belge, Oui, avec Yotis, notamment? avec Yotis, et j'aime beaucoup cet environnement. Donc, là, j'aime contribuer et je sens qu'il y a des gens qui contribuent bien, qui sont de bon calibre et tout. Donc, là Magnifique. aussi pardon? Non, mais magnifique. Je plus sois. Je suis complètement, j'aime beaucoup échanger avec Yotis et l'équipe et Ouais, je trouve ouais. qu'il y a un palier de conscience, en tout cas, et de professionnalisme qui est assez impressionnant. Ouais, ouais, il y a vraiment un réseau de cœur et d'éthique Oui. et d'engagement. Mmh. Heu, que j'aime bien. Ouais. Alors je suis un peu à leur service, s'ils m'appellent, je fais des choses, s'ils m'appellent pas, bon, ben, j'ai ma vie, hein, j'ai des tas de trucs à faire, hein. Mais j'aime bien, je me sens, quoi, cousin proche, de tout ce qu'ils font, et je suis prêt à mettre, un peu d'énergie quand ils m'appellent, quoi. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup Alain et
pour celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout le podcast, merci aussi d'être là de nouveau et d'être, de plus en plus, nombreuses et nombreux à écouter le podcast, à partager ce podcast de dirigeants conscients qui dirigent avec le cœur et pas seulement un tableur Excel et qui s'intéressent à la qualité relationnelle véritablement. Donc merci encore de nouveau et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye, merci Alain.